What is wrong with you? Are you a complete idiot? Discutons peu. Discutons pro, management, entreprise, carrière, reconversion et argent. Tout ce qui fait et parfois défait la vie professionnelle. Des conversations franches, des expériences vécues et des regards lucides sur le monde du travail. Bienvenue dans Discutons peu, Discutons pro, le podcast qui parle de boulot pour de vrai. I will have your job for this. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Discutons peu, Discutons pro. Aujourd'hui, on va parler du coup d'un sujet qui touche beaucoup de salariés et parfois qui, sans même osent le nommer, c'est le burn-out. Donc pour en parler, nous recevons aujourd'hui Magdalena qui a elle-même, toi-même du coup, vécu un burn-out avant d'entamer une reconversion professionnelle. Si je ne dis pas de bêtises, est-ce que Magdalena, tu peux du coup te présenter rapidement, s'il te plaît ? Je m'appelle Magdalena, j'ai 40 ans pour quelques jours encore et je suis actuellement créatrice de contenu littéraire, mais ça n'a pas toujours été ma vie professionnelle. C'est justement ce dont on va échanger. Du coup, effectivement, avant d'entrer un peu plus dans ce vif du sujet, effectivement, l'une des définitions un peu simples qu'on a, c'est que le burn-out, c'est aussi donc, le syndrome d'épuisement professionnel. Ça correspond aussi à un épuisement lié à un stress chronique au travail. C'est pas seulement être fatigué ou avoir besoin de vacances, hein, ça on le connaît aussi tous. C'est vraiment un épuisement beaucoup plus profond qui peut toucher aussi bien le corps, le mental, la motivation ou même l'estime de soi. Est-ce que dans cette description-là, tu arrives à toi te reconnaître ? Est-ce que malheureusement, par quelle étape t'es passée ? Alors moi je suis passée par l'étape très classique du burn-out, c'est-à-dire un matin, je me réveille pour aller au travail, je pleure et je suis incapable de mettre un pied par terre. Et il faut savoir qu'1 an auparavant, en fait, j'avais lu le livre d'une autrice qui parlait de burn-out et avec une copine, je lui disais: «Tu vois ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Jamais ça pourrait m'arriver» parce que j'imaginais le burn-out comme un souci de charge de travail et moi, je suis toujours challengée par la charge de travail et donc je m'étais dit: «Mais jamais enfin, je suis protégée, par mon goût du challenge, donc en fait, ça m'arrivera pas» et donc voilà, donc un petit côté de, déjà ça fait très bizarre quand ça arrive, Bien sûr. et pourtant c'est monté très crescendo jusqu'à ce moment-là et donc surprise que ça m'arrive et du coup, je fais quoi? Je suis aussi concernée, ça veut dire que le burn-out, c'est pas uniquement de la surcharge de travail, donc il y a eu beaucoup de choses en fait, j'ai eu comme une double claque, on va dire. Le burn-out plus, mince, j'en suis victime quelque part. Et est-ce que tu as réussi à comprendre tout de suite que c'était ça ? Ou est-ce que tu as eu... je veux dire, quand il s'est passé ça, donc à savoir, tu n'arrivais plus à te lever et ça n'allait pas, est-ce que tu t'es dit tout de suite, c'est un burn-out et je le sais ? Ou est-ce que tu as dû attendre un petit peu de temps, prendre du recul et te dire, ah, en fait, c'est ce que je suis en train de vivre ? Alors j'ai su que ça venait du travail parce qu'il y avait plein de choses qui montaient, mais le mot, j'ai refusé de le mettre pendant un moment et on me disait enfin j'avais j'ai eu un accompagnement particulier au niveau médical, enfin on en parlera peut-être par la suite, mais il y a des professionnels de santé qui m'ont dit: «C'est un burn-out» et moi j'étais en mode: «Bah non, non, je veux pas entendre ce mot en fait». Enfin, ce mot-là ou dépression ou voilà, il y avait j'ai eu quelques arrêts et quand mon médecin mettait ça sur mon arrêt, je voulais pas en fait, je voulais vraiment pas entendre ce mot-là. Donc ça a été compliqué en fait, je pense que j'ai été assez lucide sur ce que je vivais, pourquoi j'en arrivais là, et cetera. Enfin, oui et non, mais je sais pourquoi j'en suis arrivée là. Après, j'ai eu du mal à comprendre comment m'en sortir et la vraie cause et alors le mot, j'ai l'impression que c'était presque encore, un 2e coup, de massue en fait, Ok, et effectivement, c'est compliqué, surtout d'avoir... Enfin, il y a beaucoup de signaux d'alarme, entre guillemets, qui existent, que ce soit le stress, les troubles de sommeil, ça peut être des douleurs, ça peut être de l'irritabilité aussi. Parfois, il y a une phase aussi de résistance ou de déni, en se disant c'est pas ça et je vais un peu continuer pour être sûre, etc. Et ensuite, effectivement, il y a la fameuse phase de rupture, entre guillemets, où malheureusement, c'est le corps et le mental qui suivent absolument plus. Et puis après, forcément, l'effondrement, si on peut l'appeler comme ça, qui nécessite forcément un accompagnement médical
et psychologique aussi. Toi, quand c'est arrivé, tu nous as dit que tu avais l'air d'être soutenue, en tout cas que ce soit par le côté médical ou bien par tes proches. Est-ce que ta première réaction, une fois que tu avais compris que c'était le burn-out, tu as eu, on va dire, honte? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que au contraire, tu étais peut-être soulagée aussi de mettre un mot dessus? Alors effectivement, j'entends qu'il y a une claque aussi qui s'est... de l'avoir défini, mais voilà, est-ce qu'il y avait par la suite peut-être un peu un soulagement de se dire ok, c'est pas moi qui ne vais pas bien, c'est que je fais un burn-out en fait. Il y a eu beaucoup de honte, hein. Enfin, beaucoup de honte sur le mot et sur mon état. Je me souviens vraiment, enfin, être restée plusieurs jours au lit à pleurer, et dès que j'envoyais un message à ma mère pour lui dire c'est encore le cas aujourd'hui, je retombais. Le mot, enfin, comme je dis, j'ai eu beaucoup de mal à l'assumer, donc beaucoup de honte. Du soulagement quand j'ai compris que le problème, c'était pas moi. Parce que, Ouais. en fait, j'ai toujours pensé que le problème, c'était moi. J'ai vécu un management toxique, et où j'étais la seule avec laquelle ça se passait pas bien. Et puis avec vraiment un manager qui me disait: «Mais je sais pas quoi faire de toi». Alors que je ne posais aucun souci, je voulais juste bien travailler. Bien sûr. Et je travaillais bien plus que les autres, et du coup, le soulagement a été quand j'ai réussi à mettre un mot en fait sur, enfin, quand j'ai réussi à me dire management toxique. Je crois Ok, que oui. c'est plus que le mot burn-out, ça a été management toxique. Ok. C'est là où je me suis dit: OK, c'est pas le burn-out que je fuyais avant, où je me disais: «Mais Oui, jamais oui. de la vie, ce sera la charge de travail», mais j'ai jamais réussi à mettre de limite. Enfin, en fait, je suis quelqu'un de très passionné, et ce qui peut être très bien, et ce qui peut, dans le cas que j'ai vécu, pas bien. Je Oui. me suis et Oui, en puis fait, tu ramenais tout à la maison entre guillemets quoi. oui, c'est ça. Enfin, j'étais celle qui, en vacances, checkait ses mails pour être sûre que ça se passe bien, et cetera, et cetera. Puis en fait, à pas faire de coupure claire, mais surtout de coupure émotionnelle. Bah, en fait, quand ça va pas, et quand on a un manager qui dit être ne pas souhaiter faire de retour positif, parce que la personne n'a pas cette nature-là, et ben, pour quelqu'un qui fonctionne comme moi, enfin, au challenge, mais aussi à savoir, enfin, ça fait très scolaire et très enfantin, mais j'ai besoin de savoir si je vais dans la bonne direction, surtout que j'avais Bien sûr. une nouvelle mission qui était soi-disant stratégique pour l'entreprise. J'avoue que j'en doute un petit peu après, je pense qu'on me l'a un petit peu survendu, mais mais du coup, voilà, avec cette mission où je me disais stratégique, et un manager qui me disait incapable de me dire si ça allait ou pas, ça m'a détruite en fait. Oui, bien sûr. Ça m'a détruite à la fois. Alors déjà, j'étais manager, donc moi-même, j'ai eu des formations de management, Ok. notamment dans l'entreprise où j'étais, qui Ok. accompagnait super bien les managers pour le coup. Et donc, je voyais en tant que manager tout ce qu'elle ne faisait pas en fait. Oui, bien sûr. On a eu 50 000 formations sur le feedback, et en fait, j'avais juste envie de lui dire: «Mais sors ta Oui, formation». On a appris à faire des feedbacks négatifs, on a appris à faire des feedbacks positifs. C'est le bien moteur, sûr. et c'est ça qui permet par la suite de faire un feedback négatif. Si on en a fait 50 positifs avant, Oui, la personne sera beaucoup plus à l'écoute d'un feedback bien négatif. sûr. Et de mon côté, je peux même pas dire que j'ai eu 50 feedbacks négatifs, mais il y avait rien. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de positif comme il n'y avait pas de négatif. Rien du tout. Donc en fait, tu ne savais même pas si tu allais dans le bon sens ou autre. Perdu, on va dire. Exactement, perdu, plus après des choses où j'ai débuté ce fameux poste stratégique en laissant donc mon précédent poste de côté. Quelqu'un m'a remplacé. Quand la remplace, donc ça faisait 10 ans, je crois, 10 ans que j'étais à ce poste-là. Quand la personne m'a remplacée, j'ai eu beaucoup de retours en mode bah, tu vois, elle est comme ça. Et tu n'étais pas comme ça. Et ça en mode Oui. refrain. Donc voilà, émotionnellement, en fait, ça a été assez difficile. Et c'est là où, comme je dis, c'est bien de se donner à fond, et je continue à le faire, en fait. Sur ça, je change pas, mais derrière, je sais que je suis assez fragile sur les personnalités comme ça qui vont pas être capables de dire, «C'est bien», Oui, en fait. j'entends. Et effectivement, est-ce que, parce que là, de ce que tu disais, la personne qui t'a remplacée, il y avait cette chose de comparaison un peu entre la personne qui t'a remplacée et toi, ce qui est plus ou moins agréable, on s'entend, mais est-ce que quand j'imagine que tu as été en arrêt maladie aussi,
À ce moment-là, est-ce que ton environnement professionnel, je ne parle pas forcément de la manager toxique, mais est-ce que ton environnement professionnel a pris la situation au sérieux ou pas du tout? Est-ce qu'ils t'ont accompagné? Est-ce qu'ils t'ont aidé d'une quelconque façon? Non, 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 il y a rien eu sur ça, en fait. Donc moi, j'avais vraiment honte au début quand c'est arrivé. Alors effectivement, j'ai eu des arrêts, j'ai pas eu un long arrêt, j'en ai eu D'accord. plusieurs. OK. Heu, En fait, enfin moi, le burn-out s'est manifesté par, des grosses angines, des maux de gorge, D'accord. horribles, avec aucun médicament capable de faire quelque chose parce que c'était totalement nerveux. Enfin, il y Oui, avait bien sûr. donc voilà. Puis j'ai eu une très grosse névralgie cervico-brachiale aussi. Pareil, la morphine ne faisait rien, enfin pour dire à quel point c'était dans ma Oui, tête, en fait. Et enfin dans ma tête, on s'entend, oui, oui. mais en fait, donc j'ai eu des arrêts comme ça. J'ai pas eu un arrêt, j'ai pas eu un long arrêt parce que derrière j'avais mon compte Instagram, j'avais, des collaborations rémunérées avec les maisons d'édition et ça, c'était ma bouffée d'oxygène. J'avais aussi, des événements avec des auteurs et en fait, tout ça, c'est ce qui me motivait à être debout. En fait, quand je me suis écroulée, c'était un jeudi matin et le mardi matin, je devais voir un illustrateur que je rêvais de rencontrer sur, en plus, une bande dessinée Alice au pays des merveilles, c'était mon univers. Donc en fait, je me suis dit: «OK, tu t'écroules jeudi, par contre mardi matin, tu es à Paris, tu es à tel endroit parce qu'il faut que tu sois là». Et donc j'y suis allée. Je sais pas comment j'ai fait pour y aller, mon état d'esprit était très brumeux, mais j'y suis allée et donc l'après-midi, bah, je retourne au travail, en fait. Parce Oui. que, je peux pas être en arrêt et maintenir à côté mon activité, trop chouette sur les réseaux. Donc ça a été vraiment un burn-out comme ça, en mode, je me force à me lever, je subis au travail, mais à côté de ça, j'ai des trucs trop bien. Puis au bout Oui. d'un moment, bah, à force de subir au travail, je me réécroule et ça a été vraiment, de cette façon-là et comme j'ai eu tellement honte de m'écouler, je crois que j'ai dit au début à ma chef un truc du style, et pourtant mon manager toxique, hein, Mmh, je bien crois sûr. que j'ai dû lui dire un truc du style, «Écoute, ça va pas, je m'écroule, c'est à cause de ce qui s'est passé, de voilà et cetera». Surtout que j'avais pété un plomb avec elle quelques jours auparavant où j'avais tout mis sur la table. Et du coup, je lui dis: «Mais t'en parles pas». Enfin, voilà, OK. elle reste, et donc je crois elle m'avait dit: «Tiens, j'en parle juste à mon manager» et donc à ma N+2. Puis il y avait pas eu trop de suite en fait, donc mais même côté RH, il y a des moments Mmh. où je dis: «Bah, en fait, je reviens parce que j'étais en burn-out». «Ah d'accord, OK, on note, Ah hop». oui, OK. Et ça a été assez lunaire, en fait. Ça a été assez lunaire entre le moment où je l'ai pas dit, j'ai eu une bascule du jour au lendemain où j'ai dit, énormément que c'était un burn-out et la réaction en face, c'était plutôt en mode, les personnes étaient gênées. Enfin, Oui, ah d'accord. d'accord, bah, on change de sujet parce que OK, bon, Ah oui, OK, oui, donc effectivement, ce côté de on donne un mot qui est quand même assez fort, hein, le burn-out, on est, c'est un peu un mot de notre génération. En tout cas, il y en a plusieurs. Moi, dans mon entourage, j'ai plusieurs personnes aussi qui ont pu en faire. En fait, ça rejoint hein, complètement ce que tu disais. Ça vient aussi par, effectivement, des soucis aussi bien physiques. Alors après, c'est assez différent. Hein. Chacun sa spécialité, on va dire, et ses spécificités, malheureusement. Mais voilà, en tout cas, une fois que c'est dit, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué aussi la réaction que les autres peuvent avoir, surtout dans le milieu du travail, sachant que maintenant, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Effectivement, le bien-être au travail, c'est quelque chose qui est important. En tout cas, on en parle de plus en plus. Qu'est-ce que, selon toi, l'entreprise, même si ça n'a pas forcément été le cas, aurait pu bon, mettre en alors place pour déjà, éviter que la enfin, situation elle se dégrade? le côté entreprise, enfin, moi j'adorais mon entreprise et je suis très fière d'avoir travaillé là-bas. Enfin, c'était vraiment je travaillais dans les statistiques, sur la mesure d'audience, dans l'institut qui mesure l'audience, dont on entend parler tous les jours en ce moment avec la coupe du monde. Enfin voilà, j'étais très, très fière de travailler à Médiamétrie. En fait, il y a ce côté où j'ai tout dévoilé au RH le dernier jour avant de partir et il y a eu un côté de poum: «Ah, on savait pas que tu avais vécu tout ça». Et donc en fait, bah, moi ce que Bien sûr. j'aurais ce mais d'ailleurs je l'avais demandé et je l'avais pas obtenu, c'est d'être plus accompagnée sur, parce que j'avais des difficultés dans mon poste. J'avais une grosse demande de changement auprès des collaborateurs, nécessitait que les D'accord. collaborateurs devaient travailler plus,
pour le même temps de travail, le même salaire, et Ah, cetera. Et donc c'était pas évident, en fait. Et moi, mmh. je suis mathématicienne, donc je n'ai pas du tout fait d'études en psychologie. Donc toute la conduite au changement, c'est quelque chose que je maîtrise pas et j'avais demandé à être accompagnée sur ça. Puis OK. je crois que c'est un peu passé aux oubliettes parce que j'ai jamais eu de retour de ce truc-là. Le dernier mois, je me suis rendu compte qu'il y avait une procédure, pour les risques psychosociaux au travail. Quand j'ai découvert, j'ai éclaté de rire, sur les tout ce que en fait, une procédure exactement de ce qu'il faut faire quand le N+1 est au courant, qu'est-ce qu'il doit faire? Enfin vraiment, mais Mmh. quelque chose d'hyper précis. En fait, je crois Mmh. que ce que j'aurais aimé, c'est que ce soit suivi. Je peux dire que j'ai un peu ma part de responsabilité parce que j'ai pas je voulais que ce soit caché au début parce que comme je disais, il y avait cette honte, ce côté, puis en fait, ce côté toujours de, ma chef me disait: «Tu es trop douce, tu es trop ci, tu es trop ça, je sais pas quoi faire de toi parce que tu t'ennuies vite». Bah, Oui. désolée d'aimer travailler, enfin voilà. Ça m'a Oui, vraiment servi bien personnellement, sûr. enfin même dans ma vie, personnelle, hein, à hésiter sur un des choix alors que j'avais jamais hésité et Bien sûr. donc et honte d'en être là comme ça. Donc c'est vrai que d'un côté, j'aurais aimé que ce soit suivi, mais il aurait peut-être fallu que moi je prenne un peu plus les devants. Elle, bah, c'était pas logique qu'elle se manifeste en disant: «Waouh, j'ai une collaboratrice qui est en burn-out parce que j'ai réussi à la détruire». Donc en fait, donc, je sais pas. Je pense que j'ai une part de responsabilité. Je pense que tout le monde a un peu une part de responsabilité dans l'histoire, mais juste que cette procédure qui était extrêmement bien faite. Oui, oui, elle soit tenue et elle soit suivie, effectivement. Et la prévention, c'est quelque chose qui est très important. Et il y a l'INRS, qui est l'organisme de référence dans tout ce qui va être santé et sécurité au travail, qui rappelle que la prévention, elle doit toujours être centrée sur le travail et son organisation, et pas seulement sur la capacité individuelle à, entre guillemets, tenir le coup. Puisqu'il y a aussi ce côté-là où bah, on peut se sentir aussi très seul à se dire bah, en fait il faut que j'assure, d'autant que tu faisais, enfin, de ce que tu disais effectivement, tu manageais aussi d'autres personnes, donc bah, forcément si toi tu ne tiens pas le coup, bah forcément ça va se répertorier aussi sur les personnes que tu pouvais encadrer, donc c'est quand même forcément assez compliqué. Est-ce que tu avais la possibilité, toi, de faire du télétravail, ou en tout cas d'avoir un peu plus de flexibilité, ou en tout cas d'avoir un peu plus de frontières entre la vie pro et la vie perso, sachant que de ce que tu nous dis, bah, c'est quelque chose qui te passionnait, qui te passionne très certainement toujours, mais voilà, en tout cas, que ça avait l'air peut-être de brouiller un peu la frontière entre eh bien, ta vie personnelle et ta vie professionnelle, et comment est-ce que tu arrivais à justement faire la part des choses, comment est-ce que tu arrivais à décrocher aussi peut-être un peu, enfin, comment, dans cette période-là, comment est-ce que tu faisais pour séparer ces deux vies-là? Alors oui, il y avait du télétravail, Ok. sachant que petit à petit l'entreprise revenait un peu dessus. Enfin, après je sais pas où est-ce que ça en est maintenant, mais en tout cas il y en avait de moins en moins, donc ça me stressait beaucoup. Et d'ailleurs sur la fin, je n'étais plus capable de venir sur place parce que Oui. venir sur place me provoquait un tel stress que j'en étais complètement malade. En plus, on était sur une période, où il faisait chaud, je travaillais en open space avec, la guerre de la clim, pour ceux qui connaissent quand on travaillait beaucoup, il y a ceux qui ont très, très chaud. Moi, je faisais donc malheureusement, je me tapais des angines tout le temps, donc c'était compliqué du coup donc sur la fin, j'ai pas tenu. Mais en tout cas, oui, il y avait cette partie télétravail, ce qui m'a aidée parce qu'en réalité, travailler à la maison, c'était pas un problème. Ok. Après, mon manager était pas sur place. Elle avait, ce luxe d'avoir du télétravail en permanence, Ok. voilà et d'habiter, à un endroit, très chouette. Mais donc c'est pas c en fait, le stress n'a pas été d'aller sur place et de la voir. Non, c'était d'aller sur place tout court, en Oui. fait et Mm. de voir du monde. Puis, en fait, cette organisation de télétravail faisait qu'on venait sur place, que j'avais beaucoup de réunions et en fait, on faisait les réunions à Mm. distance parce qu'en réalité, les gens, avec qui j'étais en réunion n'étaient eux-mêmes pas sur place, même quand j'y allais. Enfin, donc Oui, peu exactement. d'intérêt finalement d'être sur place. Surtout que alors, enfin, effectivement, j'ai été beaucoup manager, mais mon dernier poste, j'avais plus d'équipe. Donc en fait, j'avais même pas cet intérêt de voir mon équipe. Donc oui, aucun intérêt de venir sur place et quand j'étais en télétravail, enfin ça se passait bien. Puis après pour couper, bah, moi c'est vraiment je coupe avec un livre, hein, et c'est là où ça a été, enfin, où j'ai vécu un burn-out, très particulier. C'est que à la fois, enfin physiquement ça m'a dévastée, hein. Enfin je parlais Bien de sûr.
de ma névralgie cervico-brachiale. Il faut savoir que depuis l'âge de 6 ans, je tricotais. Je ne peux plus tricoter encore maintenant à cause de ça. C'était une énorme passion pour moi avec la lecture. Donc physiquement, j'en ai bavé. J'ai été épuisée, surtout que je m'arrêtais pas de façon très claire. Donc j'ai été complètement épuisée. Mais je ne me l'explique toujours pas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai réussi à continuer à lire et j'ai totalement changé mes lectures. Et la lecture m'a fait un bien fou. Enfin, dans toute cette histoire, la lecture m'a fait un bien fou. Que ce soit lire, que ce soit partager mes lectures sur les réseaux, que ce soit voir des auteurs. Enfin voilà, ça a été une espèce de bouffée d'oxygène Ouais. énorme. Et c'est là que j'ai commencé un peu à me dire, mais en fait, elle est peut-être là ta porte de sortie en fait. C'est peut-être ça qui pourrait t'aider à fuir. Non, bien sûr. Et du coup, ça m'amène, donc là, tu nous parles de lecture. Du coup, il y a eu un changement, on va dire un peu une reconversion, si je peux l'appeler comme ça, parce qu'effectivement, tu étais plutôt dans le côté mathématique, statistique, etc. Là, maintenant, effectivement, tu es plutôt dans la lecture, enfin dans le milieu littéraire en tout cas. Comment est-ce que s'est passée cette reconversion? À quel moment tu l'as envisagé, que ça puisse être 100% de ton travail et de quitter complètement l'ancien métier? Alors, je me suis écroulée, le 10 octobre 2024 et un mois après, j'ai commencé à me dire, «Ah, ça pourrait être bien de me consacrer au réseau». Hem, Moi, à ce moment-là, j'étais pas prête, en fait, Mmh. parce que j'avais un poste, j'avais un poste à responsabilité, j'étais dans une entreprise privée, un poste d'expertise en plus, donc financièrement, j'avais quand même, un salaire, très correct, en Bien fait, sûr. Puis il y avait la et sécurité aussi, j'imagine, d'être salarié, donc avec tous les avantages. Il y a des inconvénients aussi, on s'entend, mais avec les avantages de sécurité aussi. Donc oui, je peux comprendre que c'était pas forcément une évidence de se dire, allez, je me lance comme ça. c'est exactement ça. En fait, je crois que ça faisait 2 ans qu'on avait fait construire cette maison. On avait, pris des prêts avec, au maximum de notre capacité d'emprunt à ce moment-là. On a acheté un bout de jardin, pour agrandir, justement le terrain, pareil, niveau prêt, on était là. J'ai 3 enfants, et puis ce que je dis souvent, c'est: «Beh, comment on va faire pour les nourrir, en fait? Il y a un moment donné, il faut Oui. bien qu'on puisse vivre». Donc c'est sympa, mon côté de, je quitte tout, mais je suis pas toute seule, en fait. Et je suis pas toute seule et puis on a un niveau de vie, en fait. Voilà. Donc ça, quand j'ai commencé à y penser, c'était plus justement, je suis mathématicienne, je suis hyper logique, tout est raisonné dans ce que je fais et ce burn-out a tout balayé parce que, j'avais, ma raison d'un côté et le corps qui parlait de l'autre et j'ai été perdue. J'ai l'impression d'avoir 2 mois, d'avoir, la tête, qui a toujours fonctionné pendant 40 ans en mode, tu fais ce qu'il faut, c'est bien, faut bien travailler à l'école, faut avoir un beau poste, faut être, Oui, très droit enfin, finalement, enfin, d'être très dans quelque chose de très carré, très droit. voilà. Et puis le corps qui était en mode: «C'est pas ce que tu veux, tu es totalement en dissonance, c'est pas du tout, et puis tu as quand même un côté littéraire en toi et créatif». Enfin voilà, il y avait Oui, vraiment c'est sortir de sa zone de confort complètement. totalement. Et puis, et en fait, c'est ce corps qui a parlé en avril où, parce que donc ma chef était vraiment, on en arrivait, et c'est à cause de ça que je me suis écroulée. Ça a été le dernier truc où, il y avait une réunion, j'étais pas invitée à la réunion et elle m'a dit: «Mais pourquoi tu t'es pas manifestée? Pourquoi tu as pas dit que tu étais pas invitée à la réunion?» Je dis: «Mais parce que je ne le savais pas, en fait. Personne ne m'avait dit qu'il y avait cette réunion-là». Et en fait, c'était que des choses comme ça, que des choses lunaires en mode, Et un peu sournois, si je peux me permettre, mais dans le sens où tu ne pouvais pas deviner qu'il y avait exactement ça. Donc on en arrivait à, j'aurais dit: «Le ciel est bleu», elle m'aurait dit: «Mais tu vois bien que le ciel il est vert». Voilà, Oui. donc justement, en étant elle aussi normalement très carrée, ça me faisait totalement bondir et on est arrivé comme ça à un sujet où elle m'a fait, je suis sortie de mes gonds. Je suis quelqu'un de très calme, hein, et je prends beaucoup sur moi, ce qui est aussi, un souci, je pense et enfin, dans ce cas-là, en tout cas. Et parce que je trouve qu'on n'est pas, non plus au travail pour partir à la guerre, mais en tout cas, c'est bien de réussir à s'exprimer de temps en temps, ce que je faisais pas assez. Et en fait, un matin, c'était un mercredi matin, j'ai bondi parce qu'elle m'a encore pris la tête sur un truc, mais complètement à côté de la plaque, où du coup, elle tournait le truc et j'étais en tort. J'ai raccroché, je travaillais pas les mercredis après-midi à ce moment-là. Mon mari est rentré, je lui ai dit: «Écoute,
je crois que je vais quitter ce travail, en fait. Ce n'est plus possible, je vais quitter. Je sais pas ce que je ferai après, je sais pas comment on va s'en sortir, mais je ne peux plus. Et ça, c'est pas du tout une phrase de moi. Enfin, c'est pas du tout, quelque chose parce que comme je dis, moi, j'ai toujours eu, une ligne toute tracée et puis je l'ai suivie et je me suis dit: «Je suis la ligne, donc je suis heureuse». Et là, il y a ma chef qui m'a montré que non, on pouvait être malheureuse même en suivant la ligne. Bien sûr. Et c'est à ce moment-là que donc je me suis dit ça. Le lendemain, le hasard faisait ou peut-être qu'en fait j'en avais conscience, un petit peu, j'avais rendez-vous avec ma N+2, le matin et avec qui ça se passait très bien OK. et qui m'a beaucoup aidée, sur la fin, en fait et l'après-midi avec les RH. Parce qu'au départ, je m'étais dit: comme je suis dans une entreprise qui a quand même beaucoup de postes, je vais voir pour changer en Oui. interne». En fait, je trouvais que c'était super parce que ça me permettait de faire un autre travail en interne, j'étais attirée par tout ce qui était chef de projet. J'avais pas la formation initiale pour, parce que moi j'ai fait un bac+5 en maths, stats, voilà. Mais en même temps, on m'aurait accompagnée et puis enfin, je trouvais ça trop bien, enfin, de pouvoir, bénéficier de l'interne pour avoir un autre poste et puis être un peu plus employable à l'extérieur. Enfin voilà, c'était l'idée, sauf qu'en fait, il y avait rien qui se libérait, et puis c'était pas une conjoncture énorme et en fait, mon corps se dégradait beaucoup plus vite que les postes se libéraient, surtout qu'on voilà, il y avait eu un petit contexte économique pas cool, donc il y avait pas de postes qui se créaient non plus et donc le lendemain, je vois ma N+2 le matin, je vois les RH l'après-midi. J'avais prévu, 2 paquets de mouchoirs que j'ai utilisés toute la journée et j'ai pleuré, toute la journée en disant: «En fait, je m'en vais. Il y a Mmh. pas de donc je vous apprends les choses parce que je leur ai appris à toutes les 2 ce qui se passait en fait, qu'elles Bien ne sûr. voyaient pas, qu'elles voulaient pas voir, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, je leur ai tout appris. Enfin, il y a des choses qu'elles auraient pas pu savoir, d'autres peut-être que si. Parce que ma manager est quelqu'un qui clamait haut et fort qu'elle ne voulait pas manager, donc je pense qu'il y a des trucs qui se savaient. Oui. Et je leur ai dit: «En fait, je m'en vais, donc chacune, à chacune, je m'en vais, en fait. Il y aura rien, enfin, c'est même pas une histoire de Oui, oui. je» Là, faut que je parte. voilà, exactement. C'est pas une tactique pour négocier quelque chose, j'ai rien à négocier, je veux juste partir parce que je peux plus, en fait. Et au début, je voulais partir juste 1 an et puis voir si je pouvais avoir un poste, genre une année sabbatique et cetera. Ça n'a pas été possible, et donc voilà, moi l'idée c'était de partir et donc à partir de ce moment-là, c'est OK, je pars. Bon alors maintenant j'ai une page blanche. J'ai pas avec les collaborations que j'avais avec les maisons d'édition, j'avais pas autant que mon salaire, Bien heu, sûr. ce qui était normal, mais du coup je fais comment? Enfin Oui. à partir de ce moment-là, il y a eu cette période, d'instabilité où j'ai vraiment vécu, une période où les jours pairs, je me disais: «Ça va marcher», les jours impairs, je me Oui. disais: «Ça va pas marcher» et donc moi qui ai ce côté, assez enfin émotionnel assez fort malgré le côté logique, alors là, ça explosait. Enfin, c'est vraiment, c'était du tout ou rien et j'ai été très, très soutenue par mon mari et ça a été le plus précieux pour moi et par mes enfants, mais bon, c'est pour eux, c'est un peu moins concret, Oui. mais Oui, tu avais un entourage, enfin tes proches t'ont aidé, j'imagine, en tout cas t'ont soutenu dans cette démarche-là. Après, j'imagine que ça devait pas être forcément hyper agréable de voir leur mère, leur compagne, etc. aussi pas bien physiquement, au-delà de mental, mais je veux dire, oui, effectivement, ça devait être compliqué. Et oui, effectivement, je pense que c'était bien déjà de pouvoir en parler. Enfin, en tout cas, tu as eu l'air en tout cas d'en parler assez rapidement ouais. à tes proches et ça reste quelque chose qui est important aussi d'être soutenu dans cette période-là où on peut ressentir beaucoup de réactions, hein, que ce soit de la honte, de la peur, de la culpabilité, de se dire bah, qu'est-ce qui ne va pas chez moi ou d'un manque de courage aussi. Et c'est vrai que le burn-out, c'est pas un manque de courage, hein, c'est c'est un déséquilibre assez compliqué. Donc non, c'est sûr que c'est compliqué. Idéalement, il faudrait ne pas attendre d'être au bout du rouleau, mais de réfléchir à faire autre chose. Est-ce que toi, entre ton ancien métier et celui actuel, il y a eu une phase, on va dire, un peu de pause? Est-ce qu'il y a eu des vacances, entre guillemets, vacances aussi bien mentales que physiques, le temps de t'en remettre un petit peu, ou est-ce que dès que tu as décidé d'arrêter, tu t'es dit, allez, je vais me lancer effectivement sur les réseaux, sachant qu'effectivement, ça fait 9 ans que tu as tes réseaux, mais est-ce que voilà, il y a eu un moment de pause où vraiment tu voulais plus rien faire en se disant je veux être au calme quelques temps avant de te relancer, ou est-ce qu'au contraire tu as continué en te disant bon bah voilà, quitte à essayer quelque chose, je vais essayer dès maintenant? Mmh. Alors il n'y a pas eu de pause et j'ai même envie de dire qu'à partir du moment en avril où j'ai dit: «Je pars» et au final ça a été effectif mi-juin, à partir d'avril, j'étais en mode, tout le temps que je passe pas au travail,
je le passe à travailler sur la suite, en fait. Il faut que ça se prépare parce que je tiens à ma maison, parce que je continue à Mmh. pouvoir payer mon terrain et cetera Bien sûr. et donc en fait, j'y suis allée, comme une folle tout de suite et donc ça m'a aidée à tenir jusqu'à mi-juin. Mi-juin, je n'avais donc plus que mon nouveau travail et en fait, j'ai eu une capacité de travail qui s'est réduite énormément où, je travaillais jusqu'à 13 heures et à 13 heures, j'étais mais, une loque Bien comme sûr. j'ai jamais été. Je faisais des siestes, alors il faisait beau il y a 1 an, je faisais des siestes dehors, je dormais genre 10-15 minutes dehors, puis je reprenais un livre et voilà, les après-midi, je lisais en fait, jusqu'à ce que les enfants soient en vacances et après ça a été autre chose et après l'été, j'ai fait un peu la même chose mais on est partis en vacances et j'ai souvenir, l'été dernier, de partir en vacances et les soirs de pleurer de fatigue parce qu'on a fait un trajet en voiture, enfin, mais des choses d'une bêtise, mais vraiment, incroyable. Enfin, tout me demandait un effort. Comme si Bien je vivais le burn-out, comme si mettre un pied par terre, c'était compliqué. Alors qu'on aurait pu se dire: «Bah, c'est bon», enfin, il y en a plein qui m'ont dit: «Ah, c'est génial, tu vois, le burn-out t'a mené à quelque chose de positif» et moi, j'étais Oui. tellement, ramassée physiquement que j'arrivais pas à voir ça, en fait. Maintenant, oui, enfin, j'aurais tendance un petit peu à le dire, même si c'est bien de ne pas le vivre, de s'écouter et de Bien faire sûr. tout ce qu'on aime avant de vivre tout ça. Mais l'été dernier, j'étais complètement à la ramasse. Donc je bossais le matin, en début d'après-midi, puis jusqu'à ce que je puisse plus et je me suis écoutée. Quand mon corps n'y Oui. arrivait plus, c'est qu'il fallait s'arrêter. Non, non, bien sûr, et effectivement, reconnaître, on peut dire les signaux d'alerte. Alors, effectivement, toi, ça passait par pas mal de fatigue, en tout cas de ce que tu nous disais. Après, il peut y avoir bien sûr plein d'autres signes. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est important de ne pas, on va dire, banaliser une fatigue qui est un peu persistante, c'est pas normal. Et pareil pour poser ses limites aussi, c'est quelque chose qui est important de se dire, bah voilà, là, en l'occurrence, c'était plutôt les matins où tu étais le plus productif, c'est très bien, tu as réussi à poser tes limites. Est-ce que tu as été amené à parler à un professionnel de santé ou est-ce que tu as été accompagné aussi par tout le corps médical? Hem, alors j'ai beaucoup vu mon généraliste parce que j'allais régulièrement, pour mes angines et cetera et voilà et puis pour ma névralgie, j'ai vu, des spécialistes, je sais même plus les spécialistes que c'était, mais j'ai pas vu de psychologue, ou D'accord. j'ai pas été accompagnée au niveau psy. Je dis pas que c'est bien, en fait, je pense que si quelqu'un maintenant venait me voir, avec la même histoire que la mienne, je lui dirais: «Ah mais va consulter tout de suite en fait, va voir quelqu'un, enfin fais-toi aider». Moi, je l'ai pas fait parce que en fait, j'ai tellement été détruite par ma responsable que je voulais m'en sortir toute seule, en fait. Oui. Il y a un côté où alors je sais que c'est très bête parce qu'en fait, en aucun cas, un psy donne l'impression qu'on s'en sort pas tout seul. Enfin, il y a bon, c'est un peu bizarre mon histoire, mais en tout cas, sur le moment, je me suis dit que si je me faisais Que aider, tu bah, pouvais, oui, t'en sortir. Oui. alors que c'est pas le cas et donc ça a été long. Ça a été long parce que enfin, tout le cheminement a été long. C'est pour ça que ça a été dur quand les mots burn-out ont été mis par ceux qui me suivaient pour la névralgie, par mon généraliste, par d'autres personnes que je connaissais comme ça, à qui j'en parlais. Quand les mots ont été mis, ça a été dur parce que j'étais pas Bien sûr. préparée. Quand je me suis dit management toxique, enfin tous ces trucs-là, en fait, ça a été comme des révélations, mais si j'avais été accompagnée, ça aurait été plus vite. Enfin, et après, quand encore l'automne dernier, il y avait encore des restes, des choses, et je me Mmh. dis: «C'est pas très au clair». Là, je vois des fois, je suis fatiguée, c'est pareil, c'est pas très au clair et tout de suite, quand il y a quelque chose, pourtant ça fait plus d'1 an, je me dis: «Ah bah ça y est, c'est encore le burn-out qui traîne» Mmh. et voilà, c'est quelque chose, je trouve, que j'aurais pu me passer si j'avais été réellement bien accompagnée et ça m'aurait aussi aidée, bah, je pense que ça m'aurait aidée pour plein de choses. Oui, Parce qu'en bien fait, sûr. Même maintenant, surtout si tu sens encore des signaux, encore maintenant, alors que bah voilà, ça, il y a du temps qui est passé, tu t'es reconverti également. Donc oui, s'il y a encore des signaux, ou en tout cas, tu arrives à être, on veut dire, un peu plus en éveil sur tout ce qui peut se passer, oui, effectivement, je peux comprendre que ce soit pas évident à porter tous les jours et que c'est pas quelque chose dont on se débarrasse comme ça, comme un rhume ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'on traîne de plus en plus. Donc non, non, je comprends tout à fait, tout à fait. Très bien. Est-ce que, par exemple, si pour les entreprises, de façon générale, est-ce que tu aurais un peu des conseils de prévention pour que
pour que ça s'arrête? Alors, ce serait sublime que ça s'arrête dans toute entreprise. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Mais est-ce que côté salarié et côté entreprise, tu aurais un peu des conseils de prévention à donner? Peut-être s'alerter quand il y a beaucoup d'arrêts ou quand il y a quelque chose qui est pas, bon alors là c'est peut-être la statisticienne qui parle, mais quand c'est pas dans la norme, quand il y a pas des arrêts, quand il y a beaucoup d'arrêts, de courte durée ou des arrêts longs, ça doit être, des choses qui doivent, sortir sur un fichier Excel en rouge et se dire, «Là, faut qu'on aille gratter, il y a un truc qui est bizarre, en fait». Parce que, enfin, comme je dis de mon côté, j'étais pas fière d'aller voir les gens et de dire, «Oh tiens, je vis ça». Bien Enfin, sûr. je l'ai un peu caché et puis le fait d'avoir eu, un pied pendant longtemps dans le management, je savais aussi comment ça se passait donc aller voir les RH pour, «dénoncer» entre guillemets mon manager, enfin, c'est pas Oui, du oui. tout dans C'est pas agréable, ça te met pas dans une bonne situation. Oui, oui. moi, j'ai toujours été, du côté RH manager, en fait. Donc être du côté, collaborateur, difficile, d'après mon manager, enfin ça c'était pas possible, en fait. Mauvaise élève, casquette que j'ai jamais eue dans ma vie et donc en fait, faut pas compter sur, le salarié qui viendra un jour ouvrir la porte en disant: «Alors en fait, je vis tout ça» et cetera. Enfin, c'est pas possible. Non. Hem, donc moi, j'aurais tendance à dire, enfin oui, le côté, déjà, surveiller un peu les arrêts. Enfin et puis si quelqu'un revient en disant: «Bon, bah, je reviens, parce que je suis encore en burn-out», bon, bah, là, se dire, c'est pareil, hein, si la personne, si on veut déshumaniser tout ça, il y a des outils statistiques qui le font très bien, qui font des recherches très facilement, qui font des recherches de mots-clés et là, ça fait des alertes très faciles et derrière, c'est là qu'on met de l'humain, derrière pour se dire qu'il y a une alerte, il faut gratter. Non, bien sûr. Non, en termes de chiffres, effectivement, c'est le côté statistique qui ressort, mais effectivement, en 2025, il y a 64% des salariés français qui ont déclaré, en tout cas, ressentir du stress au travail au moins une fois par semaine, ce qui est quand même énorme, et qu'en termes de signalement, il y a seulement 26% qui déclarent, en tout cas, qui osent déclarer, parce qu'il y a aussi ce côté-là de, il faut oser aussi déclarer qu'on se sent pas forcément bien. Mais effectivement, pour les entreprises, notamment, je pense que former les managers à ce risque-là, en tout cas de pouvoir identifier ce qu'est un burn-out, et ça passe effectivement par les arrêts maladie, etc., d'évaluer aussi les risques psychosociaux, c'est quelque chose qui est important, et puis dans tous les cas, c'est une obligation d'être évalué et traité par les employeurs dans le cadre de leur obligation de santé et sécurité. En tout cas, le ministère du Travail l'impose. Donc, voilà, les risques psychosociaux, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais non, effectivement, c'est compliqué. Est-ce que maintenant, tu arriverais t'arrives à dire que tu as complètement... Enfin, du coup, que tu as fait un burn-out et que tu as réussi à rebondir, ou est-ce qu'au contraire, tu penses toujours que c'est toujours un peu compliqué Non, j'ai réussi à rebondir. Enfin, je suis beaucoup mieux maintenant que ce que j'étais avant. Alors, moi, je me rends pas forcément compte parce que moi, je suis tout le temps, la tête dans le guidon et du coup, je suis toujours à fond, donc Bien sur sûr. ça, j'ai pas appris, mais je vois pas mes parents souvent. Là, la dernière fois que je les ai vus, ils m'ont dit: «Ah, on voit, en fait, au niveau de ton visage, tu es quand même, plus souriante. On voit que tu maîtrises, enfin, pas que tu maîtrises, mais que ça va, en fait». Enfin, voilà et en aucun cas, avant, on m'aurait dit: «Ah, tu as un visage fermé». Mais là, apparemment, je suis plus souriante, je suis plus même les gens qui me suivent sur les réseaux, parce que quand j'ai vécu ça, je faisais des vlogs sur YouTube, les gens ont tout suivi. Il y en a plein qui me disent: «Ah, mais ça fait du bien de te voir comme ça». Donc c'est pas forcément, je vais pas forcément le ressentir, mais j'ai le retour des gens qui me disent: «Ah, bah, je dois dégager peut-être plus de sérénité ou plus, d'être plus alignée avec moi-même». Ça, enfin, de toute façon, ça, je sais que je suis plus alignée avec moi-même. Après, en fait, ce que j'ai du mal à dire et qu'on me dit beaucoup, c'est, presque heureusement que tu as vécu le burn-out parce que ça te permet de faire ce que tu veux. Ça, j'arrive pas à le dire parce que cette étape, elle était trop difficile. Mais, j'aurais préféré arriver à ce que j'aime sans passer par ce truc. Oui, bien sûr, oui, je comprends. Après, c'est vrai que c'était quand même, enfin, dans ce que tu nous racontes, c'est quand même fou d'avoir eu une porte de sortie directement. Nous, en tant que centre de formation, forcément, on accompagne aussi des personnes qui nous demandent, en fait, j'ai fait un burn-out, qu'est-ce que je fais maintenant ? Donc forcément, c'est compliqué parce que c'est pas forcément. Enfin, il y a très peu de personnes qui souhaitent retourner dans le même type de métier, dans le même cadre en fait. Pour d'autres, donc du coup, ça passe
comme je le disais, par le début d'une reconversion complètement. Donc c'est là où effectivement on va venir accompagner les différentes personnes. Alors après c'est aussi compliqué parce qu'il y a un travail aussi de se remettre bien, aussi bien mentalement que physiquement. Et puis c'est pas juste une reconversion, choisir une formation sur un catalogue, on le fait et c'est super. Il faut aussi clarifier le projet, il faut reprendre confiance, c'est compliqué parce que ça joue aussi sur la confiance en soi, il faut identifier ses compétences, il faut être accompagné aussi dans ses démarches, etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué en tout cas, d'aider les personnes à transformer cette période de doute en un projet concret. Toi, tu l'as eu tout de suite et c'est vrai que c'est quand même, j'imagine, un peu un soulagement de se dire ok, je sais directement ce que je souhaite faire. Effectivement, ça faisait 9 ans que tu avais les réseaux, mais voilà, de te lancer comme ça, je pense que ça a dû demander quand même pas mal de courage. Oui, enfin, en fait, j'ai du mal à me dire que c'était courageux parce que j'ai pas eu le choix, et en fait, enfin moi j'ai vraiment eu le truc de ce schéma de, on fait des études longues et après on a un CDI et donc en fait c'était pas une victoire de partir, dans quelque chose de pas stable du tout, où on n'est pas sûr chaque mois du salaire qu'on aura, où ça demande, de démarcher un peu, ce qui est pas du tout dans ma nature. Enfin donc en fait, je l'ai pas vu comme la meilleure porte de sortie. Je me suis pas rendu compte que j'ai eu cette chance-là, mais c'est vrai que c'était le cas, enfin d'avoir, quelque chose qui était quand même assez mûr. Mais j'étais tellement détruite que j'ai pas eu une confiance en moi incroyable en fait. Enfin, heureusement que mon mari était là en mode: «Mais si, de toute façon, quand tu fais quelque chose, tu te donnes à fond, ça fonctionne». Mais oui, mais moi j'en savais Tu le rien. Moi, ressentais pas j'étais bien comme ça? bah oui, puis j'ai eu quelqu'un pendant des années qui me disait: «Ah, tu es trop comme ça, donc en fait, je savais enfin, je savais pas. Mais enfin, avec le recul, oui, c'est sûr que si j'avais pas eu cette porte de sortie, ça aurait été totalement différent et comme quoi le fait d'avoir une passion à côté, c'est important en fin de compte, de faire aussi ce qu'on aime à côté parce qu'on sait jamais. Ça peut derrière, déboucher sur quelque chose qui nous aidera par la suite. Complètement, et je pense que ton histoire le montre aussi qu'en fait c'est quelque chose qui peut être très positif. En tout cas, ça fonctionne très bien pour toi et effectivement, là, de notre échange, c'était très... merci en tout cas d'avoir été aussi sincère et de nous montrer que il y a aussi des belles choses qui se font après un passage pas forcément évident. Donc merci à toi pour ça. De ce que je retiens de ce qu'on a pu se dire, c'est que le burn-out, c'est pas à voir comme une faiblesse personnelle ou quoi que ce soit, qu'effectivement les signaux doivent être pris au sérieux, alors effectivement que ce soit aussi bien mentalement que physiquement, et puis qu'il existe forcément plusieurs chemins pour se reconvertir. Ça peut être effectivement de se lancer dans un projet qui nous tient particulièrement à cœur, comme c'est le cas pour toi, et puis la formation peut aussi faire partie de ces différents chemins pour trouver un projet, pour développer ses compétences aussi, parce que j'imagine que tu as dû développer bien des compétences en te lançant, que ce soit effectivement le démarchage dont tu nous parlais par exemple, et puis pour retrouver forcément un peu plus de confiance. Est-ce que toi actuellement on peut dire que tu as retrouvé un chouette projet, développer tes compétences et développer ta confiance? Oui, enfin, oui, en fait, être tout seul puisque je suis auto-entrepreneur, donc je suis toute seule, j'ai fait un burn-out parce que j'avais un manager qui était incapable de me dire des choses positives. Là, j'ai personne qui est là pour être à côté de moi et me dire: «C'est bien ce que tu fais», je suis toute seule et en fait, je m'éclate toute seule. Enfin, au final, c'est ça qui est assez drôle quelque part de quitter un environnement, très cadré et cetera pour quelque chose qui change et même enfin, retrouver confiance en étant tout seul, c'est quelque chose qui est pas intuitif, en fait. Parce qu'on peut pas se dire au contraire, on est tout seul, on peut rester avec ses idées, destructrices et cetera. Alors qu'au final, quand on s'écoute, je trouve que ça aide beaucoup. Donc c'est vraiment ce côté, de s'écouter. Enfin, je pense qu'on de toute façon, une fois qu'on a vécu ça, on a, nos capteurs qui sont à 3000 qui détectent le moindre truc, même s'il y a pas danger. Le moindre petit obstacle, notre corps surréagit, en fait et Bien donc sûr. faut l'écouter. C'est agaçant au début, on trouve qu'on se retrouve pas et tout ça, c'est agaçant, mais en même temps, c'est hyper important et faire globalement le tri au milieu, enfin, faire le tri dans sa vie pour garder que ce qui nous fait du bien et ça, je trouve que ça change tout. Super. Merci à toi, Magdalena, de nous avoir partagé ton histoire. Merci de nous avoir
écouter dans Discutons peu, Discutons pro. Est-ce que, Magdalena, si on veut te suivre, quels sont tes réseaux, si on veut avoir de tes nouvelles? Eh bien, je suis présente principalement sur Instagram, après aussi sur YouTube sous le pseudo Triple L de Mag et voilà, je partage plein de lectures, chouettes à découvrir, donc faut pas hésiter à venir me faire un petit coucou, puis me dire en message privé, si vous êtes venus grâce à ce podcast. Ça pourrait être très sympa aussi d'échanger, sur notre expérience, pas toujours évidente, du burn-out. Bah, merci beaucoup, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Tu as une anecdote ou une expérience à partager sur le monde du travail? Écris-nous à podcast@oravendis.fr et nous serons ravis d'échanger avec toi autour d'un café pour notre prochain podcast.